Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. Nous sommes le mardi 1er octobre 2024. C'est en début de mois et je vous souhaite déjà d'avoir un bon mois d'octobre. Aujourd'hui également, 1er octobre, c'est la journée internationale du café. Et pour ce faire, nous avons pensé aux amoureux du café et nous aurons à parler dans quelques instants dans cette émission avec notre invité sur les méfaits et les bienfaits du café sur la santé. Sur ce plateau avec moi, l'équipe du mardi, il y a bien entendu Gisèle Sossou avec sa rubrique à l'hôpital. Nous aurons également Nachat qui est sur ce plateau avec nous et il y a Jacques qui également va nous accompagner tout au long de cette émission de ce matin. Encore une fois, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est parti pour 1 heure de temps en notre compagnie. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est mardi, forcément, nous avons droit à une causerie. Et le thème de notre causerie, le voici. L'ennemi de mon ami est-il mon ennemi? Gisèle, j'ai bien envie de démarrer avec toi. Donne-moi ton avis. Je pense que ça dépend que ça va faire la part des choses. C'est pas parce que quelqu'un est rancunier, il a son ennemi que toi aussi, sans savoir ce qui se passe, ou bien sans connaître les vraies raisons, tu te jettes dedans que oui. Il y a certaines personnes même qui ils prennent les batailles d'autrui pour faire leur bataille comme si c'est à eux, c'est eux on a offensé. Comme si c'est eux on a offensé. Alors que la vie là ne se résume pas à ça. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve ou dans quelles circonstances tu vas avoir besoin de cette personne. Tant que la personne ne t'a pas fait du mal, en même temps, c'est que ne t'a pas fait du mal directement, il faut savoir mesurer ton niveau de rancune là par rapport à cette personne. Parce que tu ne sais pas quand ou bien dans quelle situation vous allez vous retrouver. Le comble dans ça, c'est que après les deux qui ne s'entendaient pas vont finir par trouver un consensus, ils vont s'entendre. Mais toi, tu vas rester au milieu, tu restes à l'écart. Maintenant, la personne tu vas faire maintenant la démarche pour essayer de renouer, de tisser le lien avec l'autre personne là. C'est pas évident. Maintenant, toi, tu deviens la bête noire. Tu deviens le bouc émissaire. Il y a même de ces histoires-là qui se créent depuis très longtemps. Tu as parlé tout à l'heure des parents. Je pense que je vais revenir là-dessus parce que il y a des familles qui ont des rancunes. Et ces rancunes-là se pérennisent tellement que il y a des enfants qui aimeraient peut-être tisser des liens avec d'autres personnes et qui n'y arrivent pas. Peut-être que, par exemple, la famille de Nachat et ma famille ne s'entendent pas. Voilà que moi j'ai besoin d'un travail. Et la famille de Nachat m'offre grandement la porte, grandement la porte. Parce que, arrivé un moment, eux, ils ont décidé de faire la paix. Mais nous, tellement on est rancunier qu'on laisse passer cette opportunité de voir notre enfant pouvoir évoluer. Parce qu'on se dit non. Ce que tes parents ont fait genre ce que tes parents ont fait à mes parents. Les histoires là datent tellement. À la maison. Voilà, c'est mieux que tu n'es même pas si c'est là-bas que tu vas travailler, c'est que moi, tu n'es plus ma fille. Tu n'es plus mon enfant, tu n'es plus. C'est justement pour ajouter à ce que Gisèle, Jacques et ce que vous venez de dire. Moi, je dirais directement que l'ennemi de mon ami peut être mon meilleur ami aussi. Ça dépend, oui, ça dépend. Meilleur ami là. Ce que tu viens de donner comme exemple. Par exemple, je connais cette personne. Alors, j'ai besoin, je cherche un boulot, je vais faire et puis je vois que c'est la seule personne qui peut m'aider à sortir de cette situation. Comment tu vas faire en réalité? Moi, je vais foncer, Moi, je vais C'est vrai, moi j'ai un style de vie. Ça dépend de mon bien-être. Exactement quoi. Si c'est là-bas mon bien-être, moi je fonce. Vous apprenez que telle personne est l'ennemi de votre ami, cherchez d'abord à faire la part des choses. Connaître la véracité de cette histoire, comment ça s'est passé. C'est très important. Tu n'es pas la cause en réalité de ce qui arrive entre les deux personnes. Maintenant, avant d'aller, il ne faut pas que aussi l'ami en question devienne ton ennemi aussi. Ouais, j'ai juste une question. Est-ce que c'est nécessaire de vivre et dire telle personne est mon ennemi juré? De dire telle personne, je ne vais jamais m'entendre avec elle. Est-ce qu'en réalité, c'est ce qui nous est demandé de la part de nous les humains?
est-ce que c'est de cette façon on peut vivre dans un monde de façon paisible, dans un monde harmonieux et tout. En fait, ce que tu dis, Jacques. Non, je viens là, je dis, ça n'en vaut pas la peine. C'est pour ça, moi, je dirais plutôt, quand il y a un souci, il vaut mieux qu'on règle ça en même temps que de rester, de dire telle personne est mon ennemi. Le comble, quand elle va décéder, on va commencer par avoir des regrets, dire ceci, dire non, tu sais, elle était quand même une bonne personne. Est-ce que... C'est là-bas on demande quand même une certaine humilité parce que il y a de ces gens qui sont tellement rancuniers que si par exemple même la personne avec qui elle ne parle pas se trouve à l'hôpital et qu'on lui dit enfin que telle personne veut te voir, que cette personne veut la voir, ben elle dit automatiquement non. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand cette personne décède, ben on a des remords. On se dit, oh, j'aurais pu aller. Au moins, tu vas avoir un petit quelque chose. J'aurais pu aller. Moi, ce que j'ai... C'est vrai qu'il y a de ces choses pardon, qui arrivent, on ne peut jamais, au grand jamais résoudre. Ça dépend de ce que la personne t'a fait. Oui. Mais juste... C'est à relativiser. Quoi. Voilà. Sincèrement, disons. Moi, pour appuyer ce que Jacques vient de dire, le problème est que même s'il y a un problème n'importe comment, essayez d'arranger les choses. Même si votre relation n'est plus comme avant, au moins, vous avez essayé quand même. Ça, c'est la fois. Tout ce que vous dites là, moi, je ne suis pas contre. J'aimerais faire savoir ce qui marche, c'est ce que Nacheta dit, que lui, l'ennemi de son ami peut être son meilleur ami. C'est que, attends. Moi, en tout cas, ça va de soi. Moi, dans ma conception des choses, c'est que s'il y a un problème et que on essaie de résoudre, mais que je vois que l'allure que ça prend, c'est que vous ne connaissez pas le fond des gens ou bien la manière dont certaines personnes réagissent face à certaines situations. Attends, c'est pour dire que s'il y a une situation qu'on essaie de régler et que je trouve que la manière dont on veut régler cette situation-là, c'est qu'on n'adhère pas ou bien ça ne va pas. Être ennemi avec quelqu'un ne veut pas dire forcément que tu... En tout cas, c'est comme ça que moi je conçois. Il ne va pas forcément dire que tu en veux à cette personne ou bien tu veux nuire à la personne. Moi, si c'est ce cas-là, ça n'en vaut pas la peine. Parce que la vengeance, ou bien, la vengeance, ce n'est pas pour nous les humains. C'est Dieu qui s'en charge de ce côté. Maintenant, ce que moi je peux dire, c'est que si je sais que c'est que la communication, bien, l'entente qu'il y avait avec cette personne, vu ce que la personne a fait, et comment je veux qu'on harmonise ou bien on règle la situation, ça ne se passe pas comme ça. C'est que je ne veux plus, moi je ne veux même plus entendre. C'est comme ça, moi je suis. Oui, en fait, l'estime c'est quoi, la manière dont la personne monte en estime en moi, c'est de cette même manière que le niveau de, c'est pas, d'estime que j'ai avec cette personne ne sera plus la même. C'est que ça a pris un coup forcément. Donc je peux pas faire semblant. C'est que c'est impossible. On ne veut pas dire que cette personne est ton ennemi en fait. Ce qui m'a tu as refusé de parler à la personne peut-être pour te préserver de quelque chose. C'est pas pour autant que cette personne est devenue ton ennemi. Ça dépend de ce que nous considérons comme ennemi. Ça dépend de ce que nous mettons dans ennemi. Mais le fait de dire que dès que tu as un ami et que ton ami a comment on appelle-t-on, un ennemi, cet ennemi-là peut être ton ou ta meilleure amie. Ça peut arriver. Bon, moi, c'est ma façon de voir les choses en réalité. Il faut vivre avec des principes. Mais cette vie nous réserve beaucoup de surprises en réalité. Il faut se le dire. Tout à fait. Ça dépend. C'est pourquoi je dis, c'est apprendre avec des pincettes. Mais rappelons de ceci. Vous savez, il peut arriver également que cette personne-là, vu qu'elle n'arrive pas à atteindre l'autre, elle peut passer par toi pour atteindre l'autre. Elle peut te faire du mal. Et la façon dont l'autre personne va ressentir le choc là, pour elle, elle est satisfaite. C'est pour ça que je dis, il faut vivre avec des principes et savoir c'est quoi le problème au juste. Mais moi, je vous dis, si moi je sais que je n'ai rien contre toi, et toi-même, parce que tu es papa n'a boit quoi, boîte de rancune et tout là, tu gères ça comme tu veux, je te laisse gérer parce que
Après, il y a certaines personnes qui aiment prendre les choses au premier degré. Ah oui. Si moi, je vais m'attendre avec l'autre, il n'y a pas de souci. Parfois même, moi, il est arrivé des situations dans lesquelles les gens se sont dit que je ne m'entends pas vraiment avec cette personne. Moi, je n'ai pas calculé ça. Tant que j'étais dans la situation, je lui ai dit à mon ami, il y a bien de souci, est-ce que tu peux m'appuyer? La personne revoit la situation étrange, elle se dit, mais la façon dont j'ai pris cette personne-là, je ne la calcule pas là, ça m'étonne qu'elle vienne à moi. Moi, je ne vis pas comme ça en fait, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre avec une certaine méfiance. Mais rappelons-nous de c'est quelque chose. Est-ce que tout ce qu'on attend de faire là, ça en vaut la peine? C'est la question que moi je me pose. Et puis il faut ajouter ton ami, je peux devenir ton ami aussi un jour. Tout à fait. Au fait, on est en train de dire la même chose de différentes manières. Moi, je veux déterminer dans cette affaire, c'est que il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir en réalité. Jacques a parlé tout à l'heure il y a certaines personnes qui prennent des choses au premier degré. Oui. Chacun a son vécu, chacun a ce qui... Je ne peux pas être ennemi aussi avec l'autre personne. On n'est pas en train de dire qu'on doit être ennemi avec l'ennemi de... C'est-à-dire que si j'ai un ami et l'ami a son ennemi, je dois être forcément ennemi avec l'autre. On a dit ici qu'il faut voir les cas. Il faut voir les cas et en fonction de ça, déterminer l'apport ou bien la relation qui peut exister entre toi et l'ennemi de ton ami en question. Donc moi, je pense que c'est à relativiser. Ce qu'on est en train de dire, c'est à relativiser. Voilà, c'est ce que moi je peux dire pour finir. Mais là, dire qu'il faut être meilleur ami avec cette personne-là. Oui, ça c'est mon avis. Ça dépend de comment ça arrive. Non. Cette vie nous réserve beaucoup de surprises. C'est pas parce qu'on est meilleur ami qu'on devient l'ennemi aussi de son ami. Je vis ma vie. Si tu me prends pour ennemi, ça m'engage pour toi. Le match est très serré. Très serré ce matin. Cette affaire, si on veut continuer, on va pas finir ici. C'est ça, effectivement, si on décide de poursuivre ce débat, c'est sûr qu'on ne va pas finir. C'est vrai que chacun a sa conception des choses. Les gens vont jusqu'à dire, tu vas pas épouser une fille de telle famille parce que nos deux familles ne s'entendaient pas. Chacun sait comment il gère son amitié. Quand on grandit là, chacun n'a qu'à... S'il vous plaît, laissez-moi finir et on va des décisions averties quand il a grandi. C'est pas parce que tes parents t'ont imposé quelque chose dans l'enfance que tu vas suivre ça bêtement quand tu es grand. Quand tu es grand, tu as de la sagesse, tu as grandi en maturité. Donc, tu vas voir si ça en vaut la peine. Si ça en vaut pas la peine, tu prends tes décisions, ce qui te sied, ce qui va avec ton principe de vie. En tout cas, une chose est sûre, comme je le disais, face à cette situation, chacun saura quoi faire. Chacun sait comment il a tissé son lien d'amitié. Chacun sait comment son amitié est importante pour lui. Donc, chacun saura s'il faut peut-être être ami avec son ennemi ou bien être... vous m'avez franchement embrouillé parce que j'étais sur une lancée et puis voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. De toutes les manières, une chose est sûre, c'est que chacun saura relativiser face à cette situation. Bon, côté parents, on va pas trop en parler non plus parce que il y a de ces parents-là qui sont vraiment très, très regardants là-dessus. Tant que moi, je ne parle pas avec la famille de telle personne, tu n'as pas le droit de le faire. Mais moi, je dis, nous les enfants, nous n'avons pas forcément eu à vivre ce que nos parents ont eu à vivre. Et cela ne nous oblige pas à pouvoir faire ce que nos parents nous disent. Ça, là, ce n'est pas ne pas les écouter. Ça dépend de notre bien-être, de notre conception de la vie. Ça, je ne vais pas manquer de le dire. Voilà, c'était donc tout pour la causerie de ce matin. Merci les gars. Vous là, seulement un jour, vous allez me tuer sur ce plateau. Oh, bon, on va y aller avec l'info du jour. C'est qui aura plus plateau du bien-être. La mission médico-chirurgicale de l'ONG M-Afrique a démarré ce lundi 30 septembre à Kahara, ville située à 420 km de la capitale de l'ONU. Ce démarrage officiel a été marqué par la rencontre des autorités sanitaires et locales. Le point dans ce reportage de Ezekiel Arolou. Je voulais donc lancer officiellement, au nom de Monsieur le Préfet, au nom de Monsieur le Ministre de la Santé, la mission, donc les activités de la mission gratuite d'opération dans notre
région et également dans notre préfecture, dans notre commune de la COSA. C'est sur ces mots qu'a démarré la mission médico-chirurgicale de M-Afrique dans la préfecture de la COSA. Objectif, opérer plus de 300 patients souffrant des pathologies telles que l'hernie, le lipome, les kystes, la cataracte ou encore le pterygion. Les autorités sanitaires approuvent cette initiative. Nous connaissons bien l'ONG qui a toujours travaillé avec le ministère de la Santé, avec la région. Tout ce qui est problème en lien avec la santé dans notre région donc est pris en compte par ces activités. Du coup, nous disons un grand merci à l'ONG parce que nous avons une projection de 300 personnes qui seront opérées. Je pense que ça va beaucoup aider cette communauté à résoudre notamment des problèmes et aider la région également à réduire vraiment tant soit peu la souffrance des populations. Un sentiment de satisfaction vu que le CHR sert de cadre aujourd'hui pour habiliter cette opération de foraine. Nous l'avons déjà dit, nous tenons à remercier le président fondateur de M-Afrique qui ne ménage aucun effort pour ces activités, pour apporter des soins à nos populations dans les communautés et autres. Le président fondateur de M-Afrique et l'ensemble des chefs cantons de la préfecture COSA sont satisfaits du démarrage de ces opérations foraines. Je voudrais tout simplement dire toute notre reconnaissance à l'ONG M-Afrique pour tout ce qu'elle fait depuis plusieurs années et au profit des populations. Vous avez vu vous-même ce grand monde de patients venus des différents cantons de la préfecture. Et nous sommes très heureux de voir que tous ces parents qui sont là vont donc être soulagés. Tous les chefs cantons des 15 cantons donc de la COSA pratiquement étaient là pour ce premier jour, ce lancement officiel donc de cette grande mission médico-chirurgicale qui se tient dans la préfecture de la COSA. Et vous avez constaté les patients qui étaient recensés donc dans les cantons programmés pour ce premier jour étaient là. Ces patients programmés pour le premier jour sont là. Il sera de même pour le deuxième jour, le troisième jour, tout au long de cette semaine où nous avons donc prévu donner la chance à près de 300, plus de 300 patients seront opérés, seront pris en charge gratuitement dans la préfecture. Et nous sommes très heureux parce que nos populations ont commencé par vraiment avoir de l'aise en eux parce qu'ils souffraient. Des fois, c'est l'œil, des fois, c'est l'hernie, des fois, c'est goitre. Aujourd'hui, avec M-Afrique, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les interventions chirurgicales vont s'étendre sur plusieurs jours afin d'offrir une meilleure qualité de vie aux populations défavorisées. Voilà la mission médico-chirurgicale qui se déroule actuellement à Kara. Et justement, il y a le rapport d'activité d'hier qui est tombé le premier jour d'activité. Donc, la chirurgie générale, on a noté 60 cas, 48 cas d'hernie, 6 cas d'hydrocèle, 4 cas de lipome, 1 cas de kyste et une tumeur. Et en ophtalmo, ils ont eu à opérer 15 cas de cataracte. En tout cas, je pense que c'est assez de choses qui est en train d'être faites de ce côté. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à l'équipe de M-Afrique ainsi qu'à toutes les personnes qui mettent la main à la pâte pour que cette mission soit une réussite. En tout cas, grand merci à eux et beaucoup de courage pour la suite. Nos reporters également. Ah oui, Ezekiel, voilà. On pense à toi, Fernand également. On pense à vous. Bonne suite à vous. Voilà. C'était donc tout pour l'information du jour. Nous allons poursuivre avec la publicité.
L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa. Voilà, nous sommes de retour. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite à l'hôpital. Aujourd'hui, on s'intéresse aux femmes enceintes. Comment bien préparer sa valise de maternité? Oui, c'est ça, Blondine. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation de la valise de maternité. Alors, il faudrait qu'on sache que la préparation de la valise de maternité ou le sac d'accouchement est une étape essentielle pour que tout soit prêt pour le jour de l'accouchement. Quelle est l'utilité de ce sac et que doit comporter le sac ou la valise de maternité? Nous le saurons aujourd'hui dans cette interview de Madame Alexis Beglo, elle est sage-femme d'État. Suivez. Valise de maternité, sac d'accouchement, pratiquement c'est la même chose. Maintenant, il y a des choses spécifiques pour le sac que vous allez faire pour la salle d'accouchement. Dans le sac de maternité, il y a le sac, le petit sac de la salle d'accouchement. C'est-à-dire les choses qu'on va utiliser comme je viens de le dire. Maintenant, il y a les spécificités. En Europe, il y a leur réalité. Ici, en Afrique aussi, il y a les réalités. Ici, par exemple, si je vais demander à une femme que j'ai suivie tout au long de sa grossesse et que le temps arrive pour son accouchement, déjà quand nous rentrons dans le 3e trimestre, on doit commencer par préparer son sac de maternité et d'accouchement. C'est vrai que c'est des choses que les dames, elles font à la veille et autres, parce que des fois, il y a les réalités, il y a le manque de moyens et autres, mais c'est quelque chose qu'on doit préparer d'avance. Dans votre sac de maternité, vous ferez votre petit sac d'accouchement et dans ce sac d'accouchement, le pagne qu'on va utiliser, le pagne usé qu'on va utiliser avec le bon pagne. Après avoir utilisé ces pagnes-là, il faudrait pas qu'après on ramène ça à la maison pour laver, parce que vous ne connaissez pas le statut de la patiente. Je ne parle pas de moi, la sage-femme, mais je parle des accompagnants, parce que dans nos réalités, après, c'est les accompagnantes qui lavent ou autres. Peut-être la personne a le VIH, la personne a l'hépatite, la personne a d'autres maladies, vous ne savez pas, et après vous lavez. Et puis, les habits du bébé qu'on va lui utiliser. Mais souvent, c'est des habits qui vont lui garder du froid. Donc, vous prévoyez peut-être 2, 3, vous mettez votre seau dans lequel on va mettre le placenta
Et puis, il y a la vaseline qu'on utilise un peu lorsque le vernis de caseosa, c'est-à-dire la pâte blanche que vous voyez sur les nouveau-nés, est assez beaucoup. Sinon, aujourd'hui, on ne nettoie plus parce que ça protège l'enfant. C'est un antibiotique naturel. Mais lorsque c'est tellement beaucoup que ça va coller, on essaie un peu de diminuer cela. Et puis, ça sera avec votre sage-femme. Donc, l'important, n'ayez pas peur. Approchez-vous de votre sage-femme. Demandez-lui. Elle vous en parlera de ce que vous aurez besoin selon votre cas. Et si vous n'avez aucun symptôme, vous n'avez aucune maladie, il y a des choses standards, comme je viens de le dire, que vous allez prendre et puis c'est bon. Vous prenez 2 seaux, ne l'oubliez pas. Le seau que vous pouvez utiliser à l'hôpital pour vous doucher vous-même. Et puis, les petits bols qu'on dépose pour pouvoir mettre de l'eau. Vous devez mettre le thermomètre parce que après avoir accouché, vous allez faire quelques jours à l'hôpital. Donc, on va prendre la température du bébé. Vous en payez 2. Une pour vous, une pour l'enfant. Vous pouvez avoir votre tensiomètre propre. C'est encore bien, c'est hygiénique. Vous pouvez l'amener pour prendre votre tension après l'accouchement ou bien pas. C'est pas obligatoire. Et aussi, n'oubliez pas vos vanias, les vanias que vous allez utiliser vous-même, les couches pour bébé, c'est-à-dire les choses dont la maman a besoin. Le dossier médical, il y a déjà ça à l'hôpital. Vous avez le dossier médical. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est votre carnet. Votre carnet de consultation, de grossesse. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines dames qui l'oublient. Mettez ça dans votre porte-monnaie, mettez ça dans votre petit sac, de sorte que même si vous oubliez ou bien vous avez eu les contractions à la maison ou bien quelque part, votre mari ou bien votre proche ou bien votre nounou à la maison peut prendre le sac, trouver cela et amener parce que c'est très très important. C'est ça qui va renseigner. Il se peut que vous, par exemple, vous consultez à Lomé et que arrivé à Kmalimé, vous avez les contractions. C'est grâce à ce carnet-là qui est avec vous tout le temps que la sage-femme qui vous suit en même temps, qui ne connaît pas votre état, c'est que vous avez cette sérologie, c'est que vous avez cette maladie, c'est que vous êtes même allergique. Maintenant, la spécificité de ce qu'il faut prendre par rapport à chaque cas. Celle qui a l'hépatite ne doit pas oublier d'acheter le médicament, le vaccin pour le bébé. Donc, elle peut amener ça tôt, c'est-à-dire 1 mois avant, donner ça à sa sage-femme pour conserver à l'hôpital où elle va coucher, soit l'amener à la veille pour qu'on le garde au frais, pour qu'on ne puisse pas oublier de le faire à l'enfant, pour qu'elle ne le contamine pas. D'accord. Il y a le cas des PVVIH, c'est-à-dire ceux qui ont le VIH, celles-là, elles doivent acheter les produits désinfectants. C'est ce qui fait la particularité de eux, leur sac de maternité, mais dedans, parce qu'on doit laver le cordon, on doit laver le nouveau-né pour qu'il ne se contamine pas avec le sang de la maman, celle qui est le VIH-Sida. Maintenant aussi, il y a le cas de celles qui sont de groupe négatif. C'est-à-dire, leur sang est différent de celui de l'enfant, ou des fois pas différent. Mais c'est au test qu'on va savoir. Donc, elle doit prévoir l'anti-D, qu'on leur injecte. Dans le cas où l'enfant est de sang positif, comme l'autre elle est de sang négatif, on doit lui faire avant les 72 heures. C'est pas là qu'on va aller chercher parce que c'est un produit assez cher. Donc, il y a les subventions aujourd'hui, mais ça reste toujours cher. Donc, elle doit prévoir ça tôt. Des fois, il y a, comme je l'avais dit, elle peut acheter ça, venir déposer chez sa sage-femme ou bien à l'hôpital pour qu'on le lui garde, ou soit déposer chez elle dans le frigidaire et ramener, ou soit à la veille, faire ça. Parce que après l'accouchement, il y a d'autres qui n'ont plus de moyens. Donc, vous êtes dans l'embarras et d'autres ne le font pas. Et ça devient un danger pour eux. Alors, vous venez de le suivre, hein, tout ce qu'on doit savoir sur la valise de maternité ou le sac d'accouchement. La sage-femme vient de nous les livrer. Il est important de préparer son sac de maternité bien avant que le jour de l'accouchement n'arrive. Surtout quand on est dans le 3e trimestre, il est important de le préparer. N'oubliez pas l'épargne, les seaux, le thermomètre, tout ce qui va avec, tout ce dont la maman et l'enfant auront besoin à l'hôpital, c'est très important. Et aussi, les cas des patients qui souffrent de certaines maladies, il est important, par exemple de l'hépatite, d'avoir le vaccin qu'on doit injecter à l'enfant. Il faut aussi pour les gens qui sont PVVIH, d'avoir aussi des produits d'hygiène pour pouvoir laver les choses, désinfecter les choses. Voilà ce que je peux dire à peu près, ce que nous venons de suivre dans cette interview de Madame Alexis Pégoulon. L'aspect d'épargne me tient vraiment à cœur parce que aujourd'hui, les gens savent chercher l'épargne de certaines personnes qu'elles ont déjà utilisées
des pagnes et puis on garde des années après. Et puis quand il y a un moment d'accoucher, on va emprunter encore ces pagnes-là. Moi, je dis, il vaut mieux que très tôt, puisqu'on parle du sac d'accouchement, que très tôt qu'on pense également à ces pagnes. Que la maman même cherche ses pagnes. Il faut même, aujourd'hui on a des pagnes à 1000 francs. Non, en fait, je viens. Aujourd'hui on a des pagnes même à 1000 francs. Je pense qu'on peut acheter ça et garder quand l'enfant vient. On utilise ça et puis... Pagne de 1000 francs, ça ne peut pas contenir. Bon, ok, même si c'est 2000. En fait, moi je dis, parce que, en fait, c'est des pagnes, les anciennes pagnes, c'est des pagnes qui ne sont pas vraiment désinfectées. Tu prends chez la bonne dame, elle a utilisé, réutilisé. Si tu vas, tu prends. Moi, je propose sincèrement qu'on trouve une bonne formule. Et non, qu'est-ce qu'on lave correctement? Bon, qu'on cotise peut-être. Dès qu'on sait qu'on est enceinte, on commence par cotiser tous les justement, le sac de l'accouchement se prépare dès les premiers mois de grossesse. Sérieusement, parce qu'il y a des gens, c'est à l'approche de l'accouchement, on commence pas à réfléchir. Et la sage-femme a touché du doigt un sujet très important. C'est-à-dire que quoi, après l'accouchement, on amène des pagnes à la maison avec du sang. Et elle a dit, il y a des personnes qui ne savent pas comment s'y prendre. Ça me tient à cœur. Et pour finir, il y a l'histoire du placenta qui cause débat encore aujourd'hui. Je voudrais que Gisèle réfléchisse là-dessus. Il y en a qui disent qu'en réalité, on doit rentrer obligatoirement avec le placenta. Il y en a qui disent que non, qu'on peut détruire ça autrement. Maintenant, ça, c'est en Afrique. En Europe, en Occident, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'on a forcément besoin de rentrer avec le placenta? Comment est-ce que ça doit se gérer en réalité sur du placenta? Parce qu'il y en a qui gardent ça 3 jours, une semaine. Si l'oncle ne vient pas, mais si telle personne ne vient pas là, on va pas enterrer, on garde. Tout ça là, je voudrais qu'on aborde le sujet là dans un ça là, c'est que stage, non? N'est-ce pas? Ah, c'est que stage? Pourquoi tu vas balancer? Mais n'oublie pas l'aspect spirituel parce qu'on est en Afrique. N'oublie pas parce que c'est important. Mais quand même faire des recherches sur ça pour voir si ça vaut la peine ou pas. Toi-même, tu sais comment on creuse. Je vais creuser et va mieux vous servir. D'accord, merci. Merci Jacques, merci Gisèle. En tout cas, toutes ces personnes qui sont enceintes, vous savez déjà ce qu'il doit y avoir dans votre valise de maternité. Merci Gisèle, merci également à Madame Alessis Kweglo pour cette interview. Nous allons poursuivre avec une pause et nous revenons juste avec notre invité du jour.
Certains mots disent sans bruit. La santé est la santé est magique. Ah mon ami, prends soin de ta santé. Fais tous tes bilans, tu réaliseras tes projets. Oh, réussis tes projets. Prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. Certains mots disent sans bruit. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. Et Soreke Tchaou. Voilà. Nous sommes donc de retour sur ce plateau avec notre invité du jour, le docteur Soreke Tchaou. Et avec lui, je vous le disais à l'entame de cette émission, que nous allons parler du café, des bienfaits et des méfaits de ce café justement sur la santé. Bonjour docteur et soyez le bienvenu. Bonjour animatrice, comment vous allez? Je suis super bien. Et vous? Ah, nous allons bien. Et vos patients? Oh, ils vont bien. Merci vraiment. Ils vont bien. Alors, docteur, dites-nous, quels sont les principaux bienfaits du café sur la santé? Déjà, on va commencer comme ça. D'accord. C'est très important d'aborder ce sujet, le café. Et des fois, nous consommons les aliments, mais nous ne connaissons pas leurs bienfaits ou bien leurs méfaits. Et il s'avère très important, indispensable aujourd'hui, par rapport à notre état de santé, de savoir quoi consommer. Et le café, comme aujourd'hui c'est la journée internationale du café, on va en parler. Et beaucoup aiment consommer le café, aiment prendre le café la matinée. Et effectivement, le café possède de nombreux bienfaits. Et quand vous prenez d'abord le café, il possède la caféine, qui est l'élément principal. Et la caféine, c'est un excitateur du cerveau. Alors donc, ça permet d'être plus actif, d'être plus vigilant, d'être éveillé et se concentrer mieux, avoir une meilleure concentration. Je parle du mémoire. Alors, vraiment, cet élément principal apporte beaucoup de bienfaits là. Vous allez voir, à part cela, il possède du potassium et d'autres éléments minéralogiques comme le magnésium qui font aussi du bien au système cérébral et cardiaque, le cœur. Et donc, ce sont d'abord aussi, ils possèdent des antioxydants comme la caféine et le phénolique, l'acide phénolique, et qui sont d'ailleurs bons. C'est des antioxydants, ça empêche la formation de graisse ou des mauvais cholestérol et le bouchage des vaisseaux, d'où son importance pour les maladies cardiovasculaires cérébrales en général, quand vous prenez l'hypertension et tout consort. Alors donc, non seulement ça, c'est des éléments alcalins, et plus les éléments alcalins font du bien à l'organisme, ça réduit l'acidité, et donc toutes ces maladies, comme j'ai déjà cité, peut-être le diabète de l'autre côté, c'est l'hypertension et les autres, ça évite que ces maladies surviennent sur notre corps. Alors, en dehors de cela, il y a aussi des vitamines, comme surtout la vitamine B, qui est très bon pour nos cellules et le système cérébral en fonction de l'énergie. Alors, si nous passons à cela, vous allez voir que c'est un aliment qui possède beaucoup d'énergie, voilà, les glucides, et qui donne beaucoup d'énergie à notre corps. Vous voyez que c'est pourquoi les gens le prennent dans la matinée. Pour avoir de l'énergie, pour pouvoir être en forme tout au long de la journée. Alors moi, j'ai vu tout ce que vous venez de dire. Moi, j'aimerais savoir quelle quantité de café est-ce qu'on doit consommer?
en quelque sorte. Oui, effectivement, et il faut le connaître parce que tout excès est nuisible. Alors donc, ainsi va aussi avec le café. Donc, peut-être une tasse ou 2 tasses déjà suffisent pour une journée. Mais des fois, les gens utilisent les cuillères à café, les petites cuillères à café. Peut-être 1 ou 2 déjà, ça fait une tasse de café à prendre. Vous voyez, non? Donc, c'est très important. Quand on excède aussi, on peut toutefois avoir des problèmes. Et donc, nous allons parler de ça peut-être. Parlons justement de ces problèmes-là. Dans quel cas prendre du café peut être néfaste pour notre santé? Oui, et effectivement, vous savez, tout aliment que les gens consomment, chez d'autres, ça les fait du bien, chez d'autres, ça peut les créer des problèmes de santé. Nos organismes ont des petites différences. Voilà. Alors, déjà, le café, pour certains qui ont l'estomac trop acide, et d'autres même leur sang, c'est-à-dire leur organisme produit déjà plus d'acidité. Or, le café, des fois, excite à la production de la bile pour la digestion. Donc, des fois, la bile, après la digestion, ça peut être acide dans l'estomac. Donc, le pH peut être acide. Donc, et des gens, d'autres ont des systèmes digestifs très sensibles. Alors, donc, quand ils prennent, ça peut leur causer des reflux gastriques. C'est-à-dire quand il y a trop la montée de l'acidité, on peut manger un aliment et vous allez voir que l'aliment a tendance à ressortir. Ça remonte jusqu'au thorax. Voilà. Et quand vous allez voir d'autres qui consomment de trop ce café, entre-temps, même l'acidité peut remonter jusqu'à dans la bouche. Voilà. Chez d'autres, ils ressentent que la bouche est amère. Bon. Après, ça peut créer des ulcères. Bon, d'autres peuvent avoir des brûlures d'estomac. Ça dépend des troubles digestifs, des gaz, ça dépend. Il y a beaucoup de problèmes liés au système digestif. D'autres qui présentent des allergies, c'est ce que je disais, les allergies alimentaires par exemple, peuvent prendre le café et un jour peuvent se trouver avec des problèmes de palpitation du cœur. Vous voyez? Et nous avons vu des cas aussi comme ça, pareil, que des gens qui ont eu un problème de cœur, surtout les palpitations du cœur, suite à l'allergie face à certains aliments. Vous voyez, non? Donc, il y en a plein, bon, pas trop, mais il y a des maladies spéciales que le café peut aussi engendrer. Oui. Alors, eu égard à tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a des personnes spécifiques qui devraient éviter de prendre du café? Si oui, qui? Oui, je vois qu'il y a des personnes spécifiques qui doivent éviter de prendre le café. Et bon, si je viens dans le... Vous savez, la science, c'est vrai, elle en a étudié en profondeur l'organisme, mais comprenez que l'organisme aussi, étant donné qu'on connaît ses critères ou ses paramètres fondamentaux, fait des exceptions. Mais parmi tant de personnes, quand nous prenons les gens qui ont la nature même du sang, comme je dis, les gens du groupe O, et dans la plupart, ils ont des problèmes digestifs. Et seulement, leur organisme est déjà disposé pour sécréter, le foie sécrète déjà une grande quantité d'acide. C'est-à-dire que et suite à la production de la bile que le foie produit, pour mieux digérer les aliments, donc quand ils prennent de trop aussi du café, ils vont avoir des soucis. Vous voyez? Alors donc, il y a un café décaféiné. C'est-à-dire qu'on a diminué de la caféine. Où on a travaillé, on a traité ça vraiment. Et donc, si c'est une quantité modérée, ça peut toutefois aller. Vous voyez, non? Et des gens qui ont des estomacs très sensibles, voilà, à certains aliments, aux éléments, aux mauvaises lectines de certains aliments qui peuvent engendrer des problèmes de santé. Donc, doivent l'éviter. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir comment le café affecte-t-il l'hydratation du corps? Oui, effectivement,
tout liquide, quand vous prenez ça, ça veut dire que vous avez, quand on parle de liquide, c'est ce qui est très fluide. Voilà. Un liquide que vous ajoutez au corps, pas forcément l'eau, donc est hydratant. Est-ce que je me fais comprendre? Alors donc, sauf l'alcool. Au même moment, l'alcool, quand vous prenez l'alcool, vous savez que vous allez uriner assez. Mais au même moment, en urinant, il vous fait perdre aussi de l'eau. Il vous déshydrate. Voilà. Mais ce n'est pas trop avec le café. Comme les autres aliments, comme quand vous prenez la pastèque, ça veut dire que des aliments diurétiques, voilà, qui font et qui donnent de l'eau à l'organisme et qui permet à l'organisme d'éliminer les déchets par les reins. Voilà. Alors donc, le café aussi a cette action hydratante. Voilà. Elle permet à l'organisme d'éliminer les toxines par les reins et d'autres parties du corps. Alors dites-nous à présent, est-ce que le café peut-il interférer avec l'absorption de certains nutriments? Oui. Bon, quand vous allez voir au quotidien même, les gens le pratiquent. Les gens prennent peut-être le café et le café ajouté peut-être au lait. Voilà, et d'autres. Bon, le sucre peut-être. Alors, oui, il y en a. L'action, c'est quoi? D'autres prennent le café avec le miel. D'autres prennent le café avec le citron. Donc, on peut tous faire prendre avec le lait plus naturel, bon, pas trop raffiné, sauf que dans tous les cas, on peut avoir des avantages et des inconvénients, des bienfaits et des méfaits. Bon, le lait est bon aussi pour la santé, sauf que si la personne présente des allergies avec le lait. Mais le café présente un goût un peu astifiant. Il est un peu acide. Ça fait que quand on le prend, certains éléments que peut-être le lait contient, qui sont alcalins, comme les éléments minéralogiques que j'ai parlé, peut-être du calcium et autres, seront mal absorbés par l'organisme. Il y aura une mauvaise absorption. Bon, du coup aussi de la vitamine C, peut-être, pour certains aliments, comme on presse le citron. Mais ça, quand même, c'est bien fait. Peut-être avec le café, avec le citron, on peut perdre du poids. Ça peut aussi donner autre avantage. Donc, mais avec le miel, ça peut aussi plus marcher. Et c'est pourquoi d'autres préfèrent prendre ça avec du miel. L'absorption du fer aussi aurait aussi des problèmes quand on combine. D'autres peuvent le prendre seul. Voilà. Mais tout compte fait, ce que nous conseillons, là, il faut les prendre séparément. Prendre les aliments qui donnent plus des aliments alcalins à l'organisme, c'est-à-dire que le lait, prendre le lait d'abord avant de prendre le café. Si vous le prenez à la première position, quand vous prenez les autres à la deuxième position, l'absorption serait mauvaise. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous aurez des conseils à donner à tous ces amoureux du café? Oui, et effectivement, les gens ont besoin de ces conseils parce qu'aujourd'hui, la santé est si fragile et l'alimentation, ça va être très importante. Donc, de bons comportements alimentaires d'ailleurs. Nous demandons que les gens demandent conseil chez les nutritionnistes, chez les diététiciens, dont nous sommes dans le domaine. Les gens peuvent nous contacter pour d'autres informations sur la santé. Et j'allais ajouter aussi qu'aujourd'hui, heureusement, sur notre terroir, au pays, ici au Togo, nous avons de bonnes qualités du café. Bio, ici, que les gens produisent. Dans les boutiques diététiques, à notre niveau aussi, les gens peuvent trouver de bons cafés. Donc, le consommer. Voilà. J'en ai fait un tour tout récemment aussi. Les gens aussi font des, comment dirais-je, des biscuits du café. Et c'est bon. Moi-même, j'en ai dégusté pour les enfants. Donc, les enfants peuvent prendre ça pour leur santé. Il a beaucoup de bienfaits. Vous voyez, non? Alors, donc, voilà ce que je pourrais ajouter.
En tout cas, merci beaucoup, docteur Essoreke Tchaou. Je rappelle que vous êtes diététicien nutritionniste et avec vous, nous avons parlé du café, des bienfaits et des méfaits, justement, de ce café pour la santé. Merci beaucoup, ce fut un plaisir et nous espérons vous revoir sur ce plateau très bientôt. Merci. Merci Nachat, merci Gisèle, merci également à Jacques. Je dis également un merci à l'équipe technique du jour, sans oublier bien entendu de vous dire merci à vous, très chers téléspectateurs, qui nous avez suivis tout au long de cette émission. Merci d'avoir été là. Le rendez-vous est donc pris pour demain pour un nouveau numéro du Plateau du Bien-être.